Direction Paris pour ce podcast aujourd'hui et plus précisément l'hôtel de Brienne. On va parler de l'affaire des fiches, quand la République surveillait ses soldats catholiques. Au cœur de Paris, l'hôtel de Brienne abrite depuis des siècles les secrets du pouvoir militaire français. En 1904, ces murs furent témoins d'un scandale qui révéla les contradictions profondes de la République naissante, l'affaire des fiches. Loin d'être une simple dérive administrative, cet épisode méconnu illustre comment la Troisième République, dans sa quête d'hégémonie idéologique, organisa une surveillance systématique de ses propres officiers au nom de la laïcité. Cette affaire dévoile une France républicaine qui ne se contenta pas de séparer l'Église de l'État, mais chercha activement à contrôler et marginaliser l'influence religieuse jusque dans les rangs de son armée. La Troisième République naît dans un contexte de méfiance viscérale envers l'Église catholique, héritière d'un siècle de conflits post-révolutionnaires. Si le Concordat de 1801 avait tenté de pacifier les relations entre l'État et l'Église, l'installation durable de la République réveille les vieux démons de l'affrontement idéologique. L'anticléricalisme devient progressivement une doctrine politique structurante. Jules Ferry, figure emblématique de cette période, incarne cette volonté de soustraire la société française à l'influence ecclésiastique. L'école publique, gratuite et obligatoire, constitue le premier terrain de cette bataille culturelle. Il s'agit de former des citoyens républicains plutôt que des fidèles soumis. Cette offensive s'intensifie sous Émile Combes, président du Conseil de 1902 à 1905, surnommé le Petit Père Combes par ses partisans et l'Antéchrist par ses détracteurs. Franc-maçon convaincu, ancien séminariste devenu anticlérical militant, Combes personnifie cette république combattante qui voit dans le catholicisme un adversaire politique à neutraliser. Les loges maçonniques, véritables laboratoires de la pensée républicaine, deviennent les relais de cette politique de laïcisation systématique. Après avoir conquis l'école, la République entend s'emparer de l'armée, dernière institution où l'influence catholique demeure prégnante. Cette ambition révèle une conception particulière de la laïcité, non pas la neutralité bienveillante, mais la substitution d'un dogme républicain au dogme religieux. L'armée française du début du XXe siècle porte encore les stigmates de son histoire monarchique et catholique. Une grande partie de ses officiers sont issus de familiaux traditionnellement liés à l'Église, pratiquants réguliers, éduqués dans des établissements religieux. Cette sociologie militaire inquiète profondément les dirigeants républicains, hantés par le spectre d'un parti noir qui minerait l'institution de l'intérieur. Cette méfiance n'est pas sans fondement historique. L'armée a joué un rôle ambivalent lors de l'installation de la République. Si elle a défendu le régime contre la Commune de Paris en 1871, elle compte aussi dans ses rangs de nombreux nostalgiques de l'Ancien Régime. L'affaire Dreyfus, qui divise la France de 1894 à 1906, révèle au grand jour ses fractures idéologiques au sein de l'état-major. Mais cette histoire figure dans un autre podcast, alors on ne développe pas tout de suite. Mais face à cette situation, la stratégie républicaine consiste à favoriser systématiquement l'avancement des républicains sûrs au détriment des officiers qui sont jugés trop proches de l'Église. Cette politique discriminatoire, officiellement destinée à garantir la fidélité républicaine de l'armée, transforme la foi religieuse en obstacle à la promotion militaire. Elle révèle une conception instrumentale de la laïcité, utilisée comme critère de sélection politique plutôt que comme principe de neutralité. C'est alors dans les salons feutrés de l'hôtel de Brienne, siège du ministère de la Guerre depuis 1817, que s'élabore cette politique de contrôle idéologique. Le général Louis André, ministre de la Guerre de 1900 à 1904, devient l'architecte de ce système de surveillance. Républicain convaincu, franc-maçon militant, André incarne cette génération d'officiers qui ont fait le choix de la République contre leurs origines sociales. Sous son impulsion, l'hôtel de Brienne se transforme en véritable centre de renseignement politique. Les bureaux du ministère collectent,
classe et exploite des informations sur les convictions religieuses et politiques des officiers français. Cette surveillance systématique transforme l'institution militaire en laboratoire d'ingénierie sociale républicaine. Le général André justifie cette politique par la nécessité de républicaniser l'armée, de la purger de ses éléments réactionnaires. Cette réhabilitation idéologique révèle une contradiction fondamentale. Au nom de la défense de la République, celle-ci adopte des méthodes qui violent ses propres principes de liberté de conscience et d'égalité de traitement. Le dispositif mis en place par le général André révèle une ingéniosité bureaucratique remarquable. Conscient que l'administration militaire ne peut officiellement enquêter sur les convictions religieuses de ses membres, le ministre fait appel au réseau maçonnique pour constituer son système de renseignement parallèle. Les loges maçonniques de province reçoivent pour mission de surveiller discrètement les officiers en garnison dans leur région. Cette surveillance porte sur tous les aspects de la vie privée susceptibles de révéler des convictions religieuses. Assistance aux offices, mariage religieux, baptême des enfants, fréquentation du clergé local, donation aux œuvres catholiques. Même les habitudes vestimentaires peuvent faire l'objet d'observations. Porter des vêtements noirs le dimanche ou se découvrir devant une église devient suspect. Les informations collectées sont consignées sur des fiches standardisées, véritable portrait idéologique des officiers français. Ces documents d'une précision redoutable révèlent l'ampleur de cette surveillance. Près de 27 000 fiches sont constituées concernant la quasi-totalité des cadres de l'armée française. Chaque fiche mentionne non seulement les pratiques religieuses de l'officier, mais aussi celles de son épouse et de ses enfants, transformant la cellule familiale en objet de surveillance politique. Ce système de fichage révèle une perversion de l'idéal républicain. La liberté de conscience, théoriquement garantie, devient en pratique un facteur de discrimination professionnelle. La République, qui prétend libérer les citoyens du joug religieux, instaure une nouvelle forme d'inquisition laïque. L'exploitation de ces fiches révèle la dimension systémique de cette discrimination. Les officiers mentionnés comme cléricaux ou réactionnaires voient leur carrière bloquée, leurs demandes de mutation refusées, leurs propositions d'avancement ajournées. A l'inverse, les républicains sûrs, même médiocres professionnellement, bénéficient d'une bienveillance administrative qui accélère leur promotion. Cette logique discriminatoire s'appuie sur une grille de lecture manichéenne qui divise la société française en deux camps irréconciliables, les bons républicains laïcs et les mauvais citoyens cléricaux. Cette vision binaire ignore la complexité des convictions individuelles et transforme la foi religieuse en marqueur d'appartenance politique. Un officier peut être simultanément catholique pratiquant et républicain convaincu, mais le système mis en place par le général André refuse cette nuance. Les conséquences de cette politique se révèlent rapidement désastreuses pour la cohésion de l'armée. Des officiers compétents et loyaux se voient écartés au profit de médiocres dont le seul mérite est l'orthodoxie républicaine. Cette dégradation de la méritocratie militaire affaiblit l'institution au moment où la montée des tensions européennes exigerait au contraire le renforcement de ses capacités opérationnelles. L'affaire des fiches illustre ainsi une forme particulière de laïcité que l'on pourrait qualifier de laïcité d'exclusion. Contrairement à la laïcité de neutralité qui protège toutes les convictions, cette laïcité militante vise à marginaliser spécifiquement le catholicisme, perçu comme incompatible avec l'idéal républicain. Le scandale éclate donc à partir de l'année 1904. Le système de fichage fonctionne dans l'ombre pendant près de 4 ans avant d'être révélé au grand jour. C'est en effet le député Jean Guillaud de Villeneuve qui, le 4 novembre 1904, dévoile l'affaire à la tribune de la Chambre des députés. Cette révélation provoque un tollé qui dépasse largement les clivages politiques traditionnels. La presse s'empare immédiatement du scandale. Les journaux catholiques dénoncent une persécution religieuse digne des pires heures de la terreur, tandis que la presse républicaine tente de minimiser l'affaire en invoquant les nécessités de la défense républicaine. Cette polarisation médiatique révèle la profondeur des fractures idéologiques qui traversent la société française.
L'émotion est d'autant plus vive que l'affaire révèle l'ampleur de la surveillance subie par les citoyens français. Au-delà des seuls militaires, c'est tout un pan de la société qui découvre avoir été épié, fiché, classé selon ses convictions religieuses. Cette révélation ébranle la confiance dans les institutions républicaines et nourrit un sentiment de défiance durable envers l'État. Face à la tempête, le général André doit démissionner le 15 novembre 1904. Sa chute entraîne l'affaiblissement du gouvernement Combes, déjà fragilisé par d'autres scandales. Cette crise gouvernementale révèle les limites de l'anticléricalisme militant. Poussée à l'extrême, la politique de laïcisation se retourne contre ses promoteurs et menace la stabilité du régime républicain. L'affaire des fiches ne constitue pas un accident de parcours dans l'histoire de la Troisième République, mais révèle au contraire la logique profonde d'un rejet politique qui vise non pas à organiser la coexistence entre république et religion, mais à substituer l'hégémonie républicaine à l'influence religieuse traditionnelle. Cette ambition transforme l'armée en laboratoire d'expérimentation sociale. Il s'agit de démontrer qu'une institution peut fonctionner efficacement, débarrassée de ses références religieuses traditionnelles. L'armée devient ainsi un espace de rééducation républicaine où les soldats apprennent à dissocier patriotisme et foi catholique, service de l'État et fidélité à l'Église. Cette conception révèle une forme particulière de laïcité, militante et combative, qui ne se contente pas de séparer les sphères religieuses et politiques, mais entend activement marginaliser l'influence du catholicisme. Cette laïcité de combat s'oppose à la laïcité de neutralité théorisée par certains républicains modérés qui envisageaient une coexistence pacifique entre État laïque et convictions religieuses privées. L'affaire des fiches illustre ainsi une tendance lourde de l'histoire française, la difficulté à concevoir un espace public véritablement neutre, oscillant entre domination catholique et hégémonie laïque, sans parvenir à un équilibre stable. Cette instabilité révèle les limites du modèle français de laïcité, trop souvent instrumentalisé au service de projets politiques partisans. Paradoxalement, cette affaire majeure de l'histoire républicaine demeure largement méconnue du grand public. Les manuels scolaires l'évoquent à peine, préférant insister sur les acquis de la laïcité républicaine plutôt que sur ses dérives autoritaires. Cette occultation révèle la construction d'une mémoire officielle qui gomme les aspects les plus controversés de l'installation de la République laïque. L'hôtel de Brienne lui-même, devenu un lieu de mémoire de l'histoire militaire française, ne porte aucune trace visible de cet épisode. Les visites officielles évoquent les grandes heures de la stratégie française, les décisions historiques prises entre ces murs, mais passent sous silence cette période où le ministère de la Guerre organisa la surveillance idéologique de ses propres cadres. Cette amnésie sélective s'explique par l'embarras qu'éprouve la tradition républicaine face à cet épisode. Comment concilier l'idéal de liberté républicaine avec la réalité d'un fichage systématique des convictions religieuses ? Comment justifier une discrimination assumée au nom de principes égalitaires ? Cette contradiction explique la tendance à occulter l'affaire des fiches au profit d'une vision édulcorée de la construction de la laïcité française. L'historiographie républicaine préfère ainsi glorifier la loi de 1905 comme une œuvre de pacification ou de liberté, en oubliant qu'elle fut précédée par des années de surveillance, de fichage et de discrimination. Cette sélectivité mémorielle appauvrit la compréhension de l'histoire française et prive le débat public contemporain d'éléments essentiels pour comprendre les enjeux actuels de la laïcité. L'affaire des fiches révèle une dimension méconnue de l'histoire religieuse française. La République ne s'est pas contentée d'organiser la séparation des églises et de l'État. Elle a tenté d'exercer un contrôle politique sur les croyants eux-mêmes. Cette surveillance révèle une conception extensive de la laïcité qui déborde largement la sphère publique pour s'immiscer dans la vie privée des citoyens. Cette forme de surveillance idéologique sur la base du religieux constitue une spécificité française qui distingue notre modèle de laïcité des expériences étrangères. Alors que d'autres démocraties occidentales organisent la séparation des églises et de l'État sans surveiller les convictions privées, la France développe un système de contrôle qui transforme la foi religieuse en facteur de suspicion politique. Cette particularité française révèle la persistance d'une vision jacobine de l'État qui peine à concevoir l'autonomie des corps intermédiaires et la diversité des convictions citoyennes.
L'État républicain, héritier de l'absolutisme monarchique, reproduit paradoxalement les méthodes autoritaires qu'il prétend combattre, substituant l'orthodoxie républicaine à l'orthodoxie catholique sans remettre en cause le principe même de l'orthodoxie. L'affaire des fiches illustre ainsi les ambiguïtés d'une république qui proclame la liberté de conscience tout en organisant la surveillance des consciences. Cette contradiction révèle les limites d'un modèle de laïcité qui oscille entre neutralité proclamée et militantisme anticlérical, sans parvenir à un équilibre satisfaisant entre liberté individuelle et cohésion sociale. L'affaire des fiches, loin d'être une simple dérive administrative, révèle ainsi un moment de guerre symbolique et administrative entre la République et l'Église catholique. Elle illustre une autre histoire de France où la laïcité devient un instrument de pouvoir plutôt qu'un principe de liberté, et où la foi religieuse se transforme en facteur de suspicion politique. Cet épisode méconnu éclaire d'un jour nouveau la construction de la République française et révèle les contradictions profondes d'un régime qui proclame la liberté tout en organisant la surveillance, qui prône l'égalité tout en pratiquant la discrimination, qui défend la neutralité tout en menant un combat idéologique. L'affaire des fiches dévoile ainsi les limites d'une conception jacobine de la laïcité qui peine à distinguer neutralité de l'État et hégémonie républicaine. Aujourd'hui encore, alors que la France s'interroge sur les contours de la laïcité dans une société plurielle, l'affaire des fiches invite à réfléchir sur les tensions permanentes entre neutralité d'État, liberté de conscience et contrôle politique. Elle rappelle que la laïcité, loin d'être un acquis définitif, demeure un équilibre fragile sans cesse à reconquérir, menacé autant par les excès du religieux que par les dérives du pouvoir temporel. Cette histoire oubliée de la République surveillante constitue un avertissement salutaire. La défense des principes démocratiques ne justifie pas l'abandon des libertés fondamentales et la construction d'une société laïque ne doit pas se faire au prix de la liberté de conscience. L'affaire des fiches nous rappelle que la vigilance démocratique doit s'exercer aussi contre les tentations autoritaires du pouvoir républicain lui-même.